c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des informations, par exemple, basiques sur nos parlementaires déjeunent avec qui avant un débat à l'Assemblée. Et c'est pas rechercher cette information, c'est pas être complotiste, c'est dire je veux cette information et après moi je tirerai les conséquences quand je verrai la loi de quelles ont pu être les influences en jeu. C'est important, c'est une information qui est importante en fait, de savoir quels sont les types de discussions, quel type de personnes nos députés ne rencontrent pas. Parce que voilà, leur agenda est limité, donc ils font des choix, ils ont des priorités là-dessus. C'est des informations qui, dans d'autres pays, sont publiques. En Suisse, on sait. On sait exactement avec qui les députés suisses ont discuté avant un débat parlementaire. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les lecteurs courageux qui sont prêts à aller creuser dans les rouages profonds de la politique et de comprendre. Je suis content parce qu'on va pouvoir parler avec deux experts, deux professeurs en sciences politiques, professeurs des universités en France, aux Pays-Bas. Je suis avec Clara Egger et Raoul Mani-Berton et ils vont nous donner leur regard sur la politique aujourd'hui, sur qu'est-ce qui ne va pas et comment ça ne va pas et comment est-ce qu'on pourrait changer les choses. Ils sont force de proposition, ils ont aussi créé un nouveau parti qui s'appelle Solutions démocratiques. En tout cas, ils en font partie, ça vient de démarrer il y a 4-5 mois, c'est très très récent. Bonjour à vous deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Romain. Alors vous êtes politologue, professeur des universités, vous êtes à Lille maintenant, vous m'avez dit, et vous êtes toujours aux Pays-Bas, à Rotterdam. Exactement. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous, quel est votre regard aujourd'hui en 2024 ? Est-ce que les gens peuvent avoir confiance dans leur politique ? Non, ils n'ont pas confiance dans leur politique. Je pense pas. C'est souvent sur ces questions-là, on les pose comme une question de confiance. Moi, je pense que être défiant, c'est une bonne chose. Il n'est pas nécessaire d'avoir confiance aux personnes qui nous représentent. Par contre, ce qui est important, c'est que les gens soient satisfaits de la façon dont leur système politique fonctionne. Et en fait, ce qu'on voit en France, les derniers sondages qui ont été menés en 2024, c'est que oui, il y a une défiance qui est importante, pas nécessairement beaucoup plus élevée que dans d'autres pays. Je pense à l'Italie, les Suisses n'ont pas une confiance non plus très forte envers leur politique. Mais par contre, en France, quelque chose qui est très différent des autres pays, c'est que les personnes pensent que la démocratie ne fonctionne pas bien. En France ? En France. D'accord. Et que particulièrement, le dernier chiffre sur lequel je suis tombée, c'est que seulement 18% des Français ont l'impression que leur avis compte. C'est-à-dire qu'ils peuvent influencer le système. Donc ils se sentent dépossédés de leur pouvoir politique. Ils sentent que, en fait, ils pèsent rien. Et en fait, c'est pas une simple perception. C'est-à-dire cette perception, elle est basée sur des faits. Nous pesons très peu dans notre système politique comparé à ce que peut être le poids, par exemple, d'un Allemand, d'un Italien. Et ça, c'est un trait caractéristique de la démocratie française et qui se prononce. Alors, vous disiez qu'ils ne sont pas satisfaits. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous choque le plus dans le monde politique français ? On avait noté, je ne sais pas, 6 problèmes. Tu veux c'est toi qui commençais. Oui. C'est moi qui commence. Non, les données, c'est effectivement, on a préparé un petit peu l'émission. En fait, la chose, c'est que oui, on savait qu'on devait commencer sur tes problèmes et il y en a tellement. On a essayé de structurer. Parce que je vous avais demandé de venir avec quelques cas précis qui vous ont choqué. À l'époque, sur un autre média, vous m'aviez aussi envoyé une tribune qui rappelait le référendum, par exemple, de 2005 qui avait annulé le vote des Français. Là, de quoi vous voulez parler aujourd'hui ? Donc, on va parler de tout, l'état de la situation. Alors, juste peut-être pour compléter un point, la confiance en France, elle est quand même la plus basse d'Europe occidentale. Donc, même si c'est vrai que nos systèmes représentatifs ont un problème parce que même en Norvège, où la confiance est la plus haute aux politiciens, c'est 37%. Alors, donc c'est plus bas que la confiance en la police ou l'hôpital dans le pays où il y a le plus de défiance. Donc les politiciens partout... C'est 37%, le mieux qu'on puisse avoir en Europe, c'est 37%. Mais est-ce que c'est justement parce que les gens aujourd'hui veulent avoir confiance, en tout cas en France, les gens, j'ai l'impression, rêvent d'un système politique dans lequel ils ont confiance aussi dans leurs médias,
mais aussi dans leur politique. Voilà, les médias sont à peu près comme les hommes politiques, sont à 12-13%, donc très bas. Et bien sûr, on veut avoir confiance, c'est-à-dire que souvent, la méfiance est étudiée un peu comme dire, surtout justement par nos politiciens, mais c'est de dire comment on peut faire pour les rassurer. Alors que la question est plutôt, quel est le problème ici qui fait que les gens n'ont pas confiance? Parce qu'après tout, la confiance se gagne, n'est-ce pas? Donc, nous, on est centré là-dessus, sur les dysfonctionnements qu'on voit aussi. Quand on se met, tout le monde les voit, mais on va essayer de les organiser. Je te laisse un peu. Non, un élément peut-être pour terminer sur cette question de confiance. Là, peut-être où j'ai un avis un peu différent de Raoul sur cette question. La confiance qui compte la plus, en fait, c'est la confiance que se portent les gens entre eux. C'est-à-dire, c'est un élément important dans un système politique, c'est qu'on ait confiance les uns envers les autres, puisque comme on prend des décisions collectives, si moi, j'ai pas du tout confiance dans la façon dont vous, Romain, vous allez prendre une décision, je vais avoir tendance à vouloir vous enlever beaucoup de pouvoir, parce que j'ai peur de vos choix. Il y a une relation entre la confiance envers les responsables politiques et la confiance, on va dire, sociale, les uns envers les autres, mais elle n'est pas parfaite. Donc pour moi, l'enjeu fondamental, il n'est pas tellement d'avoir confiance. Je suis même pas sûre qu'on arrive, comme on dit, les Norvégiens, 37%. Je pense que c'est une bataille qui n'est pas très importante à mener. Par contre, la bataille qui est importante à mener, c'est la confiance envers les choix collectifs qu'on peut faire et le fait qu'on est quand même content de la façon dont les décisions sont prises. On peut vivre avec. Et ça nécessite pas, la confiance envers les politiques n'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessaire pour ça. Je pense que les gens ont vraiment besoin d'être satisfaits. C'est bien justement de pouvoir entretenir la méfiance, en tout cas, mais ce qui est important, c'est d'avoir des entités qui nous protègent, qui protègent le citoyen, que l'on ait confiance ou non dans les politiques, c'est d'être protégé. C'est ça le plus important. Je ne sais pas si je dirais ça. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la sensation qu'on contrôle la situation. C'est-à-dire que même si on a des responsables politiques pour lesquels on fait peu confiance, si les choses se passent mal, on peut reprendre les décisions en main. On peut changer les règles de la représentation en tant que citoyen. Voilà, Et c'est ça qui nourrit aussi la satisfaction. C'est même à la base un principe de base de la démocratie que quand on subit les lois, on doit pouvoir contribuer à les faire. En fait, c'est ça la démocratie, c'est quand on fait les lois qui s'appliquent à nous. C'est une très bonne phrase. Quand on subit les lois, on doit être capable de pouvoir les faire. Voilà. C'est génial. Et comme ça, on est autonome. Et voilà, ça c'est... Ça, c'est une bonne phrase. On reviendra là-dessus parce que c'est très intéressant comme débat. Peut-être pas en début d'émission, justement. Allons sur... Non, mais c'est moi qui l'ai emmené... c'est moi qui l'ai emmené là-dessus. Qu'est-ce qui vous choque le plus, vous, en tant qu'expert en sciences politiques? Nous, quand on a reçu, on avait dit qu'on se tutoyait, donc je connais, ton invitation, Romain, à réfléchir sur les gros problèmes. En fait, le point sur lequel tu commençais, c'est un symptôme. Et ce qui est difficile, c'est que on voit tous au quotidien des symptômes que notre système politique est quand même assez malade. Et nous, on a voulu essayer de trouver, alors on en a identifié 6, peut-être les gens qui nous écoutent en ont d'autres en tête, mais on a voulu identifier 6 grandes causes de pourquoi, en fait, notre système politique, il est malade aujourd'hui. Et ça permet aussi de dégager des solutions. On se les est répartis un à un, on est très bien préparés. La première aspect, c'est que où qu'on regarde, et il y a beaucoup d'instituts de recherche qui cherchent à classer la qualité de la démocratie dans les différents pays. La France s'en sort pas très bien. Ça ne veut pas dire qu'elle est parmi les États les moins démocratiques au monde, mais ça veut dire que parmi les États démocratiques, elle a un bilan qui n'est pas très bon. Une des raisons de ça, c'est que depuis un certain nombre d'années, le pouvoir en France se concentre. C'est-à-dire il se rassemble dans des mains qui sont de plus en plus petites. Et ça, les mains qui le concentrent, en fait, c'est le président de la République et le gouvernement. Alors c'est vrai que quand je dis ça aujourd'hui, on va entrer dans une période où le président de la République n'a plus de majorité au Parlement, donc on va sentir qu'il perd un peu du pouvoir, enfin, qui revient dans les limites de ce qu'était celle constitutionnelle. Mais à travers l'histoire, tout a été fait pour que celui qui gagne les élections puisse s'affranchir complètement des contre-pouvoirs.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette concentration du pouvoir, elle ne s'est pas faite avec un grand renversement. Par exemple, avec quelqu'un qui est arrivé et qui a dit « Moi, je change toute la Constitution, je me donne tous les pouvoirs possibles. » Pourquoi ? Parce que ça ne passerait pas. En fait, les gens se rebelleraient très fort. Ce qui a été fait, c'est qu'on a pris une série de toutes petites mesures qui paraissaient vraiment anodines. Ouais. La preuve, c'est que même moi, si on me posait la question « Mais quelle est la mesure qui a précipité ?» J'aurais du mal à la trouver. Une mesure, par exemple, qui est passée, quand on l'a vu passer, moi, je n'avais pas d'avis très fort sur la question, c'est celle, dans les années 90, sur le financement des partis politiques. En France, avant, les partis politiques recevaient des financements sur leur nombre de militants. C'est-à-dire, si vous représentez, si vous aviez un nombre de membres élevé, vos financements publics étaient calqués sur les gens qui se retrouvaient derrière votre parti politique. Ça, c'était dans les années 90. Donc, plus on avait de militants... plus on avait de financement public. De financement public, c'est-à-dire des subventions de l'État. Subventions de l'État. Les partis reçoivent des financements publics. C'était indexé d'une certaine manière lié sur les adhérents. En grande partie, c'était le facteur le plus important. Non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que les financements des militants, au départ, il n'y avait pas de financement public, donc on devait vivre sur les militants. Oui. Et la part des financements publics, par petits bouts, bien avant aussi les années 90, a pris de plus en plus une part sur les élections passées, et puis maintenant même dans les élections futures. Donc c'est pour ça que les sondages ont beaucoup... la conséquence, c'est qu'on n'a plus besoin de militants. On a besoin de voix. Alors, parce que là, du coup, la suite de l'histoire, en fait, ce qui est important, c'est que dans un parti politique, la figure du militant, c'est une figure qui dérange. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes militant, vous questionnez les choses. Moi, je viens m'engager. Pourquoi on a pris une décision comme ça ? Qui est candidat aux élections ? Je veux pouvoir le décider, etc. Vivre avec des militants, on remet en question. Mais pour, on va dire, l'élite d'un parti politique, ceux qui se présentent aux élections, c'est pénible d'avoir composé avec des gens qui remettent en cause, etc. Et donc, l'idée de changer le financement des partis politiques et de l'indexer, comme le disait Raoul, sur le résultat des élections, c'était aussi une façon de dire on va s'affranchir un petit peu de ce rôle des militants. Et on l'a poussé, on voit l'effet de ce système en bout de course aujourd'hui, plusieurs années plus tard, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche, un parti politique cherche, c'est des gens qui leur font gagner des élections. Ils n'ont pas besoin d'avoir des militants. D'ailleurs, quand vous tapez à la porte d'un parti politique, on vous dit... Oui, va coller les affiches. On vous dit très peu de choses d'ailleurs sur comment les décisions sont prises. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de vous. Ce dont on a besoin, c'est de gens qui sont très forts pour vous faire gagner des élections. C'est-à-dire des gens qui sont capables de vous expliquer comment on communique, des gens qui sont capables de vous expliquer comment on va chercher de l'argent. Et ça, ça a créé une déconnexion entre... les citoyens qui s'activent et les partis politiques qui sont censés les représenter. La République En Marche, c'est zéro. C'est un mouvement politique. Et je le prends comme exemple parce que on n'a peut-être pas tous pris la mesure quand même de ce qui s'est passé. C'est-à-dire avant, c'était un tout petit parti. C'était un parti inexistant. C'est-à-dire quand Emmanuel Macron, mais très soutenu, très organisé autour de la conquête du pouvoir, mais qui pesait en militant rien. Et on le voyait dans tous les kiosques. À l'époque, c'était presque choquant quand on le regarde. Si on remettait aujourd'hui... À l'époque, on ne se rendait pas forcément compte. C'était sur 6 mois jusqu'au premier tour des élections présidentielles. Mais tous les kiosques avaient en une sur les différents magazines mainstream, comme on dit. Il y avait la tête d'Emmanuel Macron qui faisait la une de tous ces magazines-là, les uns après les autres, pour qu'il y ait toujours Emmanuel Macron de pousser fièrement. Et donc, il était pas de militant, c'est ce que vous dites, mais soutenu par des puissances derrière. On voit de plus en plus, et après, je prendrai peut-être d'autres exemples. Un autre exemple, moi, je le trouve, le parti Reconquête a été aussi quelque chose comme ça. C'est-à-dire, une figure, on dit, voilà, le candidat, et une machine après derrière financière qui fait que ça devient un candidat qui compte. Ouais. Et ça, je vous donne un exemple parce que comme ça, vous allez me dire, mais quel est le lien en fait avec la concentration du pouvoir ? C'est que petit à petit, alors que notre Constitution prévoit quand même une distribution du pouvoir, un président plutôt en retrait, un rôle d'arbitre, un Parlement qui donne la confiance au gouvernement, donc avec un système de contre-pouvoir,
un président qui nomme le Premier ministre, mais le Premier ministre dépend de la confiance du Parlement. Petit à petit, ce qui a été fait, c'est d'arriver à contrôler tous ces mécanismes. Par des mesures qui, au départ, quand on les voit passer, on se dit, mais ce n'est pas des mesures très importantes, mais en bout de chaîne, elles changent la façon dont un parti politique fonctionne et le rôle qu'il joue. C'est-à-dire, ça permet à un petit nombre de personnes d'avoir un très fort contrôle sur le pouvoir politique. Il y a d'autres mesures. Je pense à un élément, nous, qu'on a appris aussi en se lançant à faire aussi de la politique. Moi, j'ai découvert, par exemple, à quel point un parlementaire aujourd'hui, particulièrement d'opposition, a peu de pouvoir. C'est très, très difficile pour un parlementaire tout seul de déposer un projet de loi. Proposition de loi, pardon. Il faut avoir un groupe d'une quinzaine de personnes. Il faut avoir un groupe. Si vous n'avez pas de groupe, il faut être soutenu par tous les présidents de commission. Même les partis d'opposition, le groupe est insuffisant. Soit débattu. Donc il faut la mettre dans une niche. Il faut le mettre dans une niche qui vous arrive une fois par an. Vous avez la possibilité pendant 24 heures de déposer vos propositions de loi. C'est-à-dire, on a vraiment... C'est interdit de faire une proposition de loi qui implique des conséquences financières. Donc, ça veut dire que tout ce qui est argent, c'est que le gouvernement qui peut le faire. Que le gouvernement qui peut proposer, qui peut faire des propositions. Le Parlement contrôle, mais... Oui, il peut proposer. Le seul qui peut proposer quelque chose, c'est le gouvernement. D'accord. Donc ça, c'est une réforme des retraites, les impôts, etc. Il n'y a aucun député tout seul, ou même un groupe d'une quinzaine de personnes ne peut pas. Et ça, quand on regarde ça, moi j'aime bien prendre cette... Alors que ça pourrait être un contre-pouvoir, du coup. Pour que les gens comprennent bien, ils sont dit aujourd'hui, le problème démocratique, c'est que justement, cette micro-oligarchie président et gouvernement n'ont pas de contre-pouvoir. Ça, c'est extrêmement important. Alors ça, c'est déjà dans notre Constitution. Donc c'est quelque chose qui était là depuis longtemps. Et oui, c'est sans particulièrement... Mais c'est particulièrement fort aujourd'hui parce que même si c'était dans la Constitution, à l'origine, par exemple, quand on avait un président qui avait un mandat de 7 ans, et un Parlement qui avait un mandat de 5, ça introduisait parfois des moments qu'on vit aujourd'hui, des moments de cohabitation, il fallait composer. D'ailleurs, l'élection législative était avant la présidentielle, donc il y avait un poids de l'élection législative dans le débat public qui était fort, on pouvait voter pour son député, etc. Depuis 2002, inversion du calendrier électoral, la présidentielle arrive avant, et du coup, la législative juste consacre la majorité du président. Et on s'est habitué à avoir un président qui est très, très omnipotent, qui peut décider, par exemple, et on l'a vu, on a des symptômes très poussés aujourd'hui parce que Emmanuel Macron est très en contrôle, mais qui dit, voilà, sur ce sujet, je ne suis pas d'accord. L'éducation, ce sera Brigitte Macron qui influencera les débats. Donc, on a vraiment un pouvoir qui se concentre dans des mains de plus en plus petites. Et on s'est habitué à ça. C'est-à-dire, c'est vu de l'étranger, nos voisins, moi je travaille aux Pays-Bas, regardent la France comme un régime monarchique. Ils disent, mais... Ah oui, carrément. Par exemple, les Belges qui ont l'habitude d'avoir des formations gouvernementales très longues, des débats très longs, chercher des compromis, disent aux Français, calmez-vous, 3 semaines sans gouvernement, ça va, hein, vous allez vous en sortir. Il y a un Parlement... tranquille, le débat politique, le dialogue, ça prend du temps, former des majorités, ça prend du temps. Nous, on nous dit non, ça va être le chaos, il faut absolument nommer un gouvernement, parce que sinon, on s'en sortira pas. On entendait, pour le rayonnement mondial, ce n'est pas bon de ne pas avoir de Premier ministre, puisque symboliquement, c'est fort de ne pas avoir de Premier ministre pendant 4 mois. Mais plein de nos voisins, les Néerlandais n'en ont pas eu pendant 6 mois. Les pays les plus riches d'Europe et les plus influents, l'Allemagne, tous les pays nordiques, ont des périodes sans gouvernement parce qu'ils doivent les négocier. Donc, c'est plutôt le contraire. C'est les pays qui ont un gouvernement fort qui se crée tout de suite, qui perdent de contrôle parce qu'ils perdent aussi le contrôle en interne. Ils ont trop de protestations, ils doivent gérer les affaires internes avant de pouvoir... Alors que quand c'est plus inclusif, même à l'extérieur, on est capable de représenter son pays, en fait, vraiment. Et si je peux ajouter un point, il y a une statistique qui est simple. Nous, on est habitué en France à voter pour la présidentielle et s'abstenir pour la législative. Okay. En général, il y a un écart. Alors, quand on va voir l'écart, il y a plusieurs régimes, il y en a 35 dans le monde, qui sont comme la France, avec un président élu et une assemblée qui crée un gouvernement. Okay.
quand on va voir tous ces pays et on va voir l'écart de participation électorale à la présidentielle et à la législative, on s'aperçoit que déjà dans la moitié des pays, et champion c'est l'Irlande, pour eux, en Irlande, l'élection importante c'est le Parlement. Le président, il vote moins. De toute façon, on s'en fout, le président arbitre, a les mêmes pouvoirs que le Français, mais il les utilise beaucoup moins parce que le Parlement est plus fort. Et quand on va voir le champion du monde de l'écart, c'est nous, c'est les Français, avec un beau podium, France, Biélorussie, Russie. Ça, c'est les 3 dans lesquels le président a le plus d'impact, mais le champion, c'est la France. Donc ça, c'est juste les chiffres, ce que ça donne. Et ça illustre un peu ce que dit Clara, à quel point le président a pris le contrôle, voilà, qu'il n'a pas dans la Constitution. Et même là, tu parlais des votes pour les présidentielles, mais ce qui est intéressant, là, parce qu'on parlait après du Parlement, les européennes, par exemple, c'était 50% d'abstention. Cette année, à peu près, c'était 49% d'abstention. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Ça pèse, Le principe, c'est toujours le même. Les électeurs ne sont pas débiles, ils savent qu'en voter, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est pour ça ils votent à celles où ils savent. Ils votent à celles qui sont importantes. Donc quand ils votent à la présidentielle et pas à l'européenne, c'est qu'ils savent, parce que c'est vrai que le Parlement européen a un impact... relatif, parce qu'il ne peut même pas proposer des choses. Et encore, dans les dernières crises, on a vu certains députés, heureusement qu'ils pouvaient s'opposer à certaines mesures liberticides dont on ne peut pas trop parler sur YouTube, mais heureusement qu'il y avait quand même des députés européens, comme Michel Rivasi et tout ça. Le Parlement peut juste s'opposer. Donc c'est encore pire que le Parlement français. Non, mais il peut parler, pas proposer. Il peut juste dire, raconter ce qui se passe. Quelque chose, voilà. C'est tout. Et peut-être un élément dans la concentration, et puis tu passeras au second problème, mais qui moi me tient à cœur parce que ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille. Et peut-être que ceux qui nous écoutent ne sont pas complètement conscients de ça. Mais entre 2015 et les attentats et 2024, la France a passé la moitié de son temps sous état d'exception, c'est-à-dire sous état d'urgence, qui permet en fait au gouvernement de prendre des décisions en s'abstenant complètement d'un débat parlementaire et d'un contrôle parlementaire. Donc là, on parle des plans Vigipirate, des états d'alerte... D'état d'urgence après post-attentat, d'état d'urgence sanitaire. Alors ce qui s'est passé, c'est quand François Hollande a décidé que les mesures d'état d'urgence allaient s'inscrire dans la loi ordinaire, il a aussi ouvert un boulevard pour qu'il y ait un abus d'état d'urgence, qui est d'ailleurs un risque qu'on observe dans toutes les démocraties. À partir du moment où vous donnez la possibilité au gouvernement de prendre des mesures d'urgence, tout devient urgence. Tout devient une situation potentiellement qualifiable d'urgence. D'ailleurs, on pourrait dire aujourd'hui, il y a une urgence budgétaire, il faut prendre des mesures rapides parce que sinon l'État va s'effondrer. Autre statistique que disait Raoul, je pense que c'est important aussi de la garder en tête. Pendant le Covid-19, la France a été l'État européen, et quand on inclut des États comme la Roumanie et la Hongrie également, qui a pris des mesures d'état d'urgence le plus longtemps. C'est-à-dire qu'on occupe la première place du podium devant la Roumanie et devant la Hongrie. Ça, on n'en parle jamais de ça, c'est extrêmement intéressant. Ce sont des pays qui sont quand même très critiqués en disant il y a des problèmes en Roumanie et en Hongrie sur la gouvernance démocratique. Et on sait moins que on a ce problème-là en France également. On a une surutilisation ce que vous dites tous les deux sur ces sujets-là, par exemple en état d'urgence, il faut bien avoir en tête pour le citoyen que c'est un moment où le gouvernement peut faire passer des lois d'exception extrêmement... peut s'abstenir. Là, ça fonctionne avec des ordonnances. C'est-à-dire que le gouvernement signe des ordonnances. Et les ordonnances, en fait, ont une durée de vie normalement. Donc, elle reste en vie que si le gouvernement dépose un projet de loi. Mais il n'y a pas besoin de le voter au Parlement, il faut juste le déposer. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé, ordonnance et puis dépôt successif sans le mettre à l'agenda, donc sans le faire voter par le Parlement. Et ça a duré longtemps et des décisions de long terme ont été prises de cette manière. Et un des effets, donc en théorie, l'état d'urgence sanitaire, en pratique, doit être renouvelé par le Parlement. Je ne sais pas, peut-être que vous avez encore en tête des images d'une assemblée vide au moment du vote du renouvellement de l'état d'urgence sanitaire. Pourquoi ? Parce que comme La République En Marche était parti majoritaire,
les parlementaires d'opposition, ils venaient même pas voter. Ils savaient qu'ils l'avaient perdu, ce vote. Ils l'avaient perdu d'avance. Puisqu'il y avait une majorité qui soutenait la reconduction des mesures d'état d'urgence. Et donc, on a vu des assemblées vides décider de notre avenir commun, justement, de prolonger ces mesures exceptionnelles. Donc ça, c'est un autre manque de contre-pouvoir, de se dire qu'on a des moments comme ça où les députés peuvent se dire on part perdant, je ne vais même pas faire le déplacement pour aller... Mais ça, c'est courant, hein, c'est-à-dire que le taux, on se plaint beaucoup du taux d'abstention des électeurs, mais le taux d'abstention des députés est pratiquement le double. Donc, on est sur un... Pas le double, mais on est sur moins de 30%. Dans un monde, toute petite aparté, dans un système cohérent pour une société d'êtres humains, est-ce qu'il faudrait obliger les députés à se présenter plus souvent? Là, c'est le deuxième point que Clara va traiter. On va en parler tout à l'heure, mais un peu de transparence, ça serait pas mal. Ça aide à sanctionner plus facilement. Alors, pour faire un petit troisième point. Pour faire un petit justement un petit spoil, est-ce que justement à ma question, plutôt oui, non, est-ce qu'on peut obliger les députés à se présenter? Il n'y a pas nécessairement. On a un petit défaut nous les Français, mais ce qui est logique au regard de notre système politique, c'est que dès qu'on veut changer les choses, on pense à la contrainte. On dit il faut contraindre nos élus ou les gens à se comporter d'une façon ou d'une autre. En fait, il suffit de donner l'information. C'est-à-dire les pays où les députés sont le plus présents au Parlement, c'est les pays où on peut savoir exactement ce qu'a fait notre parlementaire, comment il a voté, avec qui il a déjeuné avant d'avoir voté. Ça suffit. En fait, ouvrir cette information-là, alors on peut dire d'une certaine façon contraindre à ce que cette information soit publique, fait que les députés vont se dire ouf, et surtout dans le climat actuel où nos députés sont très conscients qu'ils ne sont pas très appréciés. Donc ils ont plutôt envie de montrer qu'ils font leur travail. Petit exemple, en Suède, il y a régulièrement le top 10 des députés les plus absentéistes, le top 10 des députés qui utilisent le plus les taxis pour se déplacer. Ah oui. Eh oui, du coup, ils vont tous en bicyclette. Ils ne veulent pas être dans le top 10. Ils veulent bien être 11e, mais ça va sur tous les journaux, ça. C'est extrême. Oui, d'accord. Ouais. Il y a cette transparence d'information. Voilà. Et donc, ça suffit. Il n'y a pas besoin de contraindre. Il suffit de donner aux gens la possibilité de juger. C'est une possibilité de donner plus de transparence. C'est extrêmement intéressant. Mais on y reviendra sur la transparence. Alors, quel autre exemple vous a choqué politiquement? Bon, alors, on restait sur le même... Donc, quand on parle de concentration, Clara parle de concentration qui va vers l'exécutif du côté des judiciaires et législatifs, c'est-à-dire juges et parlement ont moins de contrôle de la politique et ça va tout dans les mains de l'exécutif et en particulier du président. Mais il y a une autre concentration qui se passe et qui est la concentration territoriale, de la périphérie au centre. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est qu'on a on a pas moins de 4 lois de décentralisation en France, la première dans les années 80, et puis les autres, c'est tout de les années 2000. Presque chaque président a fait la sienne. Et aujourd'hui, le rapport du Sénat dit que tout ça, ça a concentré le pouvoir. Et les sénateurs, là-dessus, on peut leur faire confiance parce qu'ils représentent les territoires, n'est-ce pas? Donc, ils le savent, ça. Alors, pourquoi ils ont concentré le pouvoir? Parce que, en fait, ces réformes, ils ont donné plus de compétences et moins d'autonomie. Alors, c'est difficile à comprendre, mais je vous l'explique facile. Supposons que vous dites à votre rédacteur en chef, je veux avoir plus d'autonomie pour choisir la manière dont j'interviewe, plus d'autonomie, dans mon travail. Alors, lui, il dit, OK, je vous donne plus de compétences. À partir de maintenant, c'est vous-même que vous allez acheter le micro. Par contre, il faut cette marque-là. C'est vous-même qui allez mettre en ordre la chambre ici d'interview après que vous avez fini. Et vous avez effectivement plus de compétences. Vous n'êtes toujours pas plus autonome, voire moins, parce que c'est moi qui vous dis quoi faire. Okay? Donc, avant, l'autonomie se comprend très bien aussi par une marge de manœuvre fiscale. Vous avez des impôts locaux vous pouvez faire plus si vous voulez investir dans des choses. Maintenant, les impôts locaux disparaissent les uns après les autres. Par contre, c'est l'État qui vous paye et qui décide quelles sont vos compétences. Ce n'est pas vous qui décidez. Donc, les collectivités territoriales et les maires en particulier se retrouvent à remplir des formulaires les uns après les autres, à essayer de suivre les nouveautés de la loi, ça change tout le temps. Donc, ça devient des bureaucrates, en fait. Mais sauf qu'ils sont élus, donc les citoyens leur demandent des comptes.
Et la plupart du temps, souvent, ils n'ont pas des comptes à rendre parce qu'il y a des assemblées entre-temps non élues ou indirectement élues, qui sont les communautés de communes, qui décident de plus en plus de choses. Donc le maire ne peut rien faire, mais nous, on n'est pas au courant qui décide de quoi. Et surtout, on s'imagine que les personnes pour lesquelles on a voté décident. Alors que il y a décalage là-dessus, n'est-ce pas? Donc on en revient à ce que vous disiez avant, on ne sait pas qui vote pourquoi, qui fait... disons, on a créé au niveau des collectivités déjà un décalage entre la responsabilité des gens élus directement, qui en ont moins en moins, et ceux qui sont élus indirectement, qui en plus en plus. Donc, c'est pour ça que c'est pas lisible. C'est pas tellement qu'il y a on dit beaucoup le millefeuille, par exemple. Ça, c'est juste savoir, si je lis quelqu'un, c'est à lui que je demande des comptes, n'est-ce pas? Mais la conséquence de ça, c'est que l'ensemble des décisions, si dans votre village, vous avez un problème, je sais pas, avec l'école, une fois sur deux, c'est un problème, même 3 sur 3, c'est un problème qu'il faut demander au ministre. Ouais, et si on veut le changer, il faut créer un parti national pour changer dans votre village. Voyez. Donc, les villages sont peu contrôlés, ils subissent totalement la loi centrale qui, après, décide des compétences, des financements à attribuer. Et ça a une conséquence, c'est que partout, plus le centre est fort, plus c'est en fait là où est le pouvoir que c'est fort. C'est Paris, c'est ici. Par exemple, le ministère de la Culture publie fièrement ses comptes sur les dépenses de la culture. Ouais. Et il ressort que 62% des dépenses culturelles françaises sont en Île-de-France. 38%, c'est partagé parmi toutes les autres régions, y compris l'outre-mer. Voilà, ça c'est la distribution. Donc souvent on dit, oui mais c'est bien que ce soit bien centralisé, comme ça il y a égalité. En fait, c'est ça qui se passe. Il y a inégalité, et c'est pas seulement parce que des régions sont plus florissantes ou non, c'est parce que le pouvoir est concentré dans les mains qui prend l'argent en fait des autres, très concrètement. Voilà ce qui se passe. Donc en fait, on a coupé non seulement le législatif, mais on a coupé le peu d'autonomie interne qu'avaient les régions, ce qui fait qu'on le voit maintenant, des mouvements se développent. Les gilets jaunes, c'était le plus éclatant, qui se développent dans les dom-toms, dans les zones périphériques. Avec en Martinique cette semaine. Voilà, parce que plus on est loin de Paris, et moins on est en contrôle de la situation. À Paris, à la limite, bon, certes, il faut voir le ministre, c'est pas facile, mais au moins... on sait où il est. On sait où il est pas loin. Là, maintenant, où on connaît quelqu'un qui le connaît. Quand on est en Martinique ou je sais pas, on est en Ardèche, on est complètement loin et on subit complètement les décisions qui concernent, qui les Parisiens ne sont même pas au courant, mais il est prêt. Donc ça, c'est un deuxième... qui concerne la localité. La localité, en fait. Donc, nous, on a vu, en étant dans beaucoup de localités, des choses assez malheureuses comme expression, parce que souvent, on dit, on remercie l'État de nous avoir, comme si on a besoin de l'argent de l'État. On en oublie que cet argent de l'État, c'est le nôtre, en fait. On l'a d'abord donné à Paris, puis eux, ils décident de qu'est-ce qui rentre. Impossible de trouver exactement, d'ailleurs, combien d'impôts sont envoyés et combien d'impôts reviennent. Statistique inexistante à ce stade, sauf erreur de ma part, mais j'ai bien cherché. Vous avez essayé de faire ton travail. C'est ça. Et si alors les exemples que vous amenez sont extrêmement intéressants. J'aimerais, avant de continuer sur ceux que vous avez présentés, alors déjà ça va faire une trentaine de minutes d'émission, je pense qu'on peut aussi évoquer un petit peu les solutions pour éviter de déprimer les personnes. Absolument. Mais juste avant, j'ai envie de continuer à aller un peu plus profond sur ces sujets-là. Moi, en tant que citoyen et en tant que journaliste, ce qui me choque le plus, c'est quand je vois le rapport entre le privé et l'État, entre le privé et les personnalités publiques, les élus. Comment est-ce que certains vont faire du lobbying pour venir influencer? C'est là où j'ai l'impression de voir le plus de choses. C'est difficile de parler de corruption. Déjà, en tant que journaliste, on le dit souvent, aujourd'hui, tu es très vite traité de complotiste dès que tu vas essayer de fouiller un petit peu, parce que parfois c'est dur de parler de preuves, c'est dur d'avoir les preuves sur des ententes par exemple que vont avoir des entités financières, des entités privées qui sont allées influencer des élus,
que derrière on va retrouver après leur mandat dans ces mêmes entreprises. Ça, tu ne peux pas le prouver, tu ne peux que questionner les ententes qu'il peut y avoir en interne. Moi, c'est ça qui me choque le plus et j'ai l'impression que c'est là où on voit le plus de ce qui pourrait s'apparenter à de la corruption. Quel regard, en tant que professeur en sciences politiques, vous portez là-dessus? Je ne vous avais pas concerté avant, je ne vous avais pas dit qu'on avait parlé de ça, mais... Ça tombe bien, c'était le premier prochain point de Clara. Non, c'était un des enjeux quand on préparait un peu cette liste. On s'est dit, la question de la corruption, est-ce qu'on la traite comme un problème à part ou est-ce qu'on la traite comme un symptôme? En fait, c'est assez un symptôme des deux éléments dont on a parlé. Je vais donner peut-être 2 exemples. Plus le pouvoir se concentre, et moins il est transparent. On voulait discuter de la transparence, mais on va l'introduire un petit peu ici. En fait, ce que tu dis, c'est vrai à plein de niveaux. C'est-à-dire, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des informations, par exemple, basiques sur nos parlementaires déjeunent avec qui avant un débat à l'Assemblée. Et c'est pas... Rechercher cette information, c'est pas être complotiste, c'est dire je veux cette information et après moi je tirerai les conséquences quand je verrai la loi de quelles ont pu être les influences en jeu. C'est important, c'est une information qui est importante en fait, de savoir quels sont les types de discussions, quel type de personnes nos députés ne rencontrent pas. Parce que leur agenda est limité, donc ils font des choix, ils ont des priorités là-dessus. C'est des informations qui dans d'autres pays sont publiques. En Suisse, on sait. On sait exactement avec qui les députés suisses ont discuté avant un débat parlementaire. Voilà, ça fait partie des informations publiques. Autre élément qu'on donnait... On va nous dire que parfois, ils vont donner ces informations, et c'est là où, en France, on a cette difficulté-là, puisque parfois, ils donnent l'information, mais on se doute bien qu'il y a des rendez-vous officieux. Non, mais il n'y a pas une règle officielle. Il n'y a pas de règle officielle, et c'est ça le problème. Le lien avec la transparence qu'on va faire, c'est que, juste, il y a ce point. Tu soulèves le point du lobbying, et souvent... Là aussi, on a tendance à voir la situation et à dire qu'il faut interdire le lobbying. En fait, c'est une autre solution vers laquelle on va aller. Donc c'est de dire, le problème n'est pas le lobbying. Le lobbying, c'est même une part importante de la vie démocratique. Comme vous n'êtes pas content, vous pouvez aller protester. Le problème, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas faire du lobbying. C'est ça le problème. Il faudrait donner du poids à tout le monde. Oui, le problème n'est pas du fait que des gens parlent avec des députés et essayent de tirer des avantages. Le problème, c'est qu'ils le font dans l'ombre. Il y a beaucoup d'artisans qui aimeraient, d'artisans indépendants qui aimeraient pouvoir faire du lobbying, mais qui ne sont jamais entendus. Exactement, ils ne sont pas entendus. Donc, ça se fait dans l'ombre, et de l'autre côté, beaucoup de gens, même dans l'ombre, n'ont pas accès, la plupart des gens. J'avais vu même à la télévision une fois, un artisan qui avait interpellé Manuel Valls à l'époque, en lui disant « mais là, ce que vous racontez est faux, nous on vit ci, nous on vit ça en tant qu'artisan, c'était un plombier ouais. ». Et Manuel Valls dit, je crois que c'était sur Canal+, dit écoutez, c'est très intéressant ce que dit cette personne, je vais le trouver et puis on discutera. Il dit ça et donc les gens peuvent le croire. D'ailleurs, nous on a retrouvé ce plombier c'était pas compliqué à le retrouver parce que tu tapes son nom, etc., tu l'appelles, etc. Là encore aujourd'hui, je lui demande est-ce qu'il y a n'importe quel, même encore aujourd'hui, quelqu'un du gouvernement. À l'époque sous Hollande, personne ne l'a jamais appelé pour essayer de le démarcher. Lui disait mais j'étais ravi. C'est pour ça qu'on dit les entreprises. En réalité, toutes les petites entreprises subissent. En fait, c'est pas... Et si, en fait, au moins toutes les entreprises et même tous les salariés avaient des capacités d'accès au pouvoir, c'est ça qu'on veut, en fait. C'est pas qu'on veut priver les grandes entreprises de l'accès. On veut juste l'ouvrir à tout le monde. On veut l'ouvrir aux petits. Voilà. Et donc... Ces deux éléments, peut-être, là, on a abordé deux éléments de solution qui sont un peu différents. Parce qu'il y a un élément qui est lié au fait de dire... c'est pas normal de n'avoir pas cette information. Même si l'accès au pouvoir est inégal, il faut quand même qu'on puisse savoir comment des choses toutes bêtes, qui rencontre qui, comment les discussions sont prises. Un des éléments qui est lié au point que soulevait Raoul, par exemple, sur le fait que les communes sont de plus en plus dépendantes des transferts publics, c'est que c'est très difficile, par exemple, de savoir sur quelle base les communautés de communes qui, avant,
se créer par le bas. Hein. C'était les communes qui se rassemblaient autour d'un projet. Depuis, la nouvelle politique, c'est décidé par le haut. C'est-à-dire, c'est Paris qui dessine. Et ça se dessine souvent avec les grosses villes du coin sont associées à des communes plus petites. Et en fait, ça finit par être le maire de la grosse ville, qui souvent est aussi un des maires de la majorité, qui décide quelle commune recevra quel argent. Et ça, on le sait très peu. On sait très peu sur quelle base les décisions de transfert financier sont faites. Donc ça, c'est un élément de solution, c'est-à-dire il y a donner de la transparence. Être capable de dire que quand on est un responsable politique, il est normal que les citoyens puissent à un moment, comme c'est le cas en Suède, corrige-moi, je ne sais plus si c'est la Suède ou un pays nordique, mais puissent avoir accès à la correspondance SMS de leurs députés. Ça fait partie d'une démocratie qui va bien. C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas des personnes comme les autres. Mais ce n'est pas qu'ils sont plus gentils, hein. Ils sont obligés. Juste pour ceux en Suède, on peut exiger les SMS des députés. Ouais. Wow. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a une nouvelle loi sur justement le lobbying. On peut exiger de toute institution publique, moi je travaille à l'université, qu'elle éclaire à la demande d'un citoyen son lien avec un groupe d'intérêt. Okay. Donc nous, on a par exemple reçu un email de la présidence de l'université qui disait, voilà, on a un citoyen qui a activé cette loi dans le cadre de nos partenariats. On doit tous faire remonter cette information. Ça fait partie d'un système démocratique qui fonctionne. Alors c'est un peu le niveau zéro, c'est-à-dire il faut que les gens aient l'information. L'autre aspect sur lequel Raoul mettait l'accent, c'est de dire... il y a des outils qui existent pour faire en sorte que les citoyens pèsent plus et soient capables d'avoir un accès au pouvoir qui rivalise un peu avec ceux de groupes organisés. Nous, on défend justement des systèmes de démocratie directe. C'est des systèmes qui mettent le citoyen en situation d'avoir le dernier mot sur les décisions les plus importantes, constitutionnelles. Et dès lors, chaque citoyen pèse beaucoup plus. Parce que chaque citoyen devient celui qui, demain, potentiellement, notamment dans la tête des responsables politiques, puisse se mettre à dire « Ok, là, j'ai constaté un dysfonctionnement, je vais proposer un changement des règles du jeu politique. Et je vais rassembler des signatures dans ce cadre-là. Et si ma proposition passe... les règles du jeu politique vont changer. Je suis décisionnaire sur ces sujets. Et quand les citoyens sont décisionnaires sur ces sujets, bizarrement, quand vous contactez votre parlementaire, il vous répond. Parce qu'il a un petit peu peur de dire « Ah, si je ne réponds pas à mes mails, si je ne fournis pas cette information, si je ne rencontre pas cette personne, je risque d'avoir une initiative. » Par exemple, ce que tu disais sur Manuel Valls et le dialogue avec cet artisan, il n'y aurait pas besoin que des journalistes cherchent à savoir ce qui s'est passé, parce que cet artisan, il aurait dit, bon, Manuel Valls n'a pas voulu me recevoir, donc moi, ce que je vais faire, puisqu'il ne veut pas m'entendre, c'est que je vais proposer un changement de législation à mes concitoyens sur, je sais pas quel était le sujet qui l'intéressait à ce moment-là, mais sur la réglementation de ma profession, et si ça passe, j'ai même pas besoin d'aller quémander l'intérêt du ministre. Et donc, je peux décider directement. Il peut l'interpeller, il peut proposer cette réflexion sur quel type de plateforme alors. Comment est-ce que ça pourrait être Non, mais c'est pas une plateforme. C'est pas une plateforme. C'est quelque chose. Ouais. Très concrètement, ça se passe comme ça. Alors, d'ailleurs, c'est un système. On le dit parce que les gens ont tendance à penser tellement on vit dans un pays fermé que c'est utopique. En fait. C'est pas utopique parce qu'il existe déjà. Et il suffit même aller parmi nous, juste à la frontière, on va en Suisse, c'est un des pays où il existe. Donc on peut voir comment ça se passe, c'est très facile. Au demeurant, il existe, et dans l'exemple que Clara dit, une fois que ce système existe, la politique devient transparente parce qu'on l'exige. En Suisse, par exemple, tous les bâtiments publics, donc y compris le Sénat, le Sénat, ça serait ici, mais l'Assemblée, on ne peut pas nier à un citoyen le droit de rentrer quand il veut. Donc, allez voir après, juste à côté, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer à l'Assemblée nationale, on voit la différence. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes quelqu'un que vous voulez porter une proposition de loi. Par exemple, rendre l'Assemblée ouverte à tous les citoyens. Ouverte. Ou alors pénaliser d'une amende un député qui ne vous répond pas.
D'ailleurs, ça serait bien d'avoir, vous faites travail journaliste, vous pouvez envoyer des mails aux députés et puis publier leur taux de réponse. Ah oui, nominalement, ça serait d'intérêt public. Ah, je me demandais si on avait le droit de le faire nominalement, je ne savais pas si on pouvait... Oui. Si, on peut le faire. On peut le faire. Ah, ça peut être intéressant, ça. Oui, alors nous, souvent, ils ne répondent pas aussi quand ils ne sont pas intéressés ou quand c'est pas... Tout à fait. Ils ne répondent pas. Oui, c'est vraiment ça. Donc, c'est le taux de réponse qui est important. Après, si vous répondez mal, c'est autre chose. Déjà, mais si vous ne répondez pas, c'est important de savoir les députés qui font ou non leur boulot. Donc, voilà, là-bas, c'est la réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous décidez donc de mettre, par exemple, une petite amende aux députés qui ne répondent pas, et vous écrivez un texte de loi. Okay? Alors, souvent, vous ne le faites pas seul. Vous demandez à des associations qui sont d'accord avec vous, des conseillers juridiques qui sont d'accord avec vous. Enfin, vous créez un réseau sur cette question, parce que vous la portez. Une fois que la loi remplit les conditions pour pouvoir être écrite, puis vous convainc aussi. Vous n'avez pas de contraintes sur comment l'écrire, mais il faut l'écrire bien, parce que pour éviter qu'en fait, elle n'obtient pas le but que vous voulez. Une fois qu'elle est bien écrite, que ce soit contourné, vous l'enregistrez. Et qui est obligatoirement, n'est-ce pas? Sauf évidemment des contraintes formelles, par exemple, il faut que la loi parle d'un sujet et pas plusieurs sujets. Vous ne pouvez pas dire le député doit répondre et les journalistes mieux payés. Vous faites deux lois, dans ce cas, vous les déposez les deux, mais pas, vous ne les mélangez pas, pour être sûr qu'on est en train de toucher un enjeu seulement. Ça s'appelle la contrainte d'unité de matière. Et donc, une fois que vous l'avez enregistré, vous avez 1 an et demi pour recueillir, donc en France, ça serait comme ça, dans ce qu'on propose, 700 000 signatures. Donc c'est important aussi, en amont, d'avoir créé un réseau, de vous assurer que les gens sont d'accord, de la faire peut-être pas trop extrême pour essayer de toucher ces gens. Si vous avez 700 000 signatures dans les 1 an et demi, vous les amenez, donc, et ça déclenche un référendum. Alors, il peut y avoir des choses intermédiaires. Par exemple, on peut imaginer que, voilà, justement, en Suisse, par exemple, le Parlement peut faire une contre-proposition. Bon, mais il ne peut pas arrêter le processus. Il ne peut pas arrêter votre proposition. Il peut mettre au référendum une troisième possibilité. Et donc, le référendum, donc, de toute manière, personne ne peut l'arrêter une fois que vous avez les signatures. Et si votre proposition passe à la majorité simple, c'est-à-dire des votants, sans quorum, sans contrainte de plus, eh bien, vous avez... alors, parfois, il y a des contraintes de plus, mais c'est des contraintes légères, territoriales. Par exemple, il ne faut pas que ce soit que à Paris, par exemple. Il faut que le vote est majoritaire aussi dans toutes les régions, dans la majorité des régions, on va dire. Mais si ça passe, ça veut dire que cette loi, non seulement devient une vraie loi, mais elle devient une loi constitutionnelle. Pourquoi constitutionnelle? Parce que si elle est constitutionnelle, elle ne peut pas être touchée par le Parlement. Vous voyez, on ne peut pas revenir sur votre loi 2 semaines après en créant un petit changement. Pour la changer, il faut à nouveau faire appel à la population. Ça, c'est un autre aspect qui s'appelle le référendum obligatoire, c'est-à-dire on ne change pas la Constitution sans vote. Et c'est un problème qu'on a aujourd'hui en France. Même si la France prévoit le référendum pour le changement constitutionnel, elle permet au Parlement de la changer sans référendum. Et cette petite permission, de plus, a été utilisée 23 fois sur 24. On a voté une seule. Donc ça, il y a beaucoup de pays qui obligent à voter. Ça nous paraît très bien aussi pour contrebalancer ce que disait Clara, cet écart de plus en plus grand dû à cette professionnalisation de la politique basée sur le financement public. Ça permet d'avoir un contrôle, un autre. On ne peut plus être militant, mais on peut directement faire les lois. Donc, ça crée un grand contrôle. Donc, vous voyez, c'est en réalité pas très compliqué. Les gens se disent, est-ce que, évidemment, le seuil est choisi pour avoir pas 10 000 référendums par an, mais n'en avoir pas non plus 0. Donc, il y a des seuils qui sont connus aujourd'hui dans le monde, qui permettent d'avoir des votations 3 fois par mois. Dans ces votations, il y a des gens qui s'abstiennent, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent
Si vous faites une votation sur le statut des journalistes, certains ne sont pas intéressés, mais vous, oui. Si vous faites le statut des profs, peut-être vous votez pas, mais nous, oui. Ou vous votez contre aussi, parce que si on dit les profs doivent être mieux payés, peut-être vous n'êtes pas d'accord, vu que c'est avec l'argent public. Donc, voilà, il y a ces types de questions qui se créent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va dans la Constitution, même si c'est une question qui touche au salaire des députés ou au salaire des artisans. Vous voyez, c'est constitutionnel, ça ne veut pas dire division des pouvoirs, droit fondamental, ça veut dire choisi directement par les gens. C'est intéressant parce qu'on a déjà évoqué des formes de solutions à chaque fois sur tous les sujets qu'on a abordés. J'aimerais, avant qu'on passe qu'on parle un petit peu de solutions démocratiques, mais juste avant, les médias, aujourd'hui, donc nous, quand on est dans les médias alternatifs, on se rend bien compte de la différence de langage entre un média qui est libre, avec une ligne éditoriale, tu parlais de rédacteur en chef, avec un rédacteur en chef qui ne va pas du tout, un directeur de la publication qui ne va pas influencer. Nous, à Nexus, on est très libre, et on voit tout de suite la différence de langage avec quelqu'un dont le média est la propriété d'un milliardaire ou d'une grande entité financière. Aujourd'hui, 90% de l'information qui circule en France, le monde diplomatique l'avait montré, est détenue par différentes familles de milliardaires extrêmement riches, multimillionnaires en France. Quand on parle de ça, il y a beaucoup de gens qui croient dans le système aujourd'hui, qui vont dire non, mais ça, on le dit tout le temps, mais ça ne change rien, etc. Moi là-dessus, avant de vous demander votre avis sur cette question, moi, j'ai l'impression que c'est la même chose que ce que vous disiez tous les deux sur le lobbying. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas grave qu'il y ait des médias qui soient aux mains des milliardaires, mais quand 90% de l'information qui circule est aux mains, fait partie de médias qui sont aux mains de milliardaires, aujourd'hui, il n'y a pas un collectif d'artisans qui peut racheter TF1, par exemple. Et nous, les magazines libres, on est aussi souvent libres de subventions. C'est-à-dire ils s'enquiquinent pas trop à nous donner du budget non plus. Donc, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'offre de médias citoyens qui fassent face à justement ces médias milliardaires. Vous, en tant que professeur, que politologue, quel est votre regard dessus ? Moi, je pense qu'il ne faut pas... la situation que tu décris, elle est vraie. Mais après, il y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de donner plus d'importance aux médias, alors qu'on qualifie souvent de mainstream aux mains des milliardaires, qu'il ne l'a. Nous, ce qu'on observe, et Raoul le disait... Il ne faut pas leur confier plus d'importance. Il ne faut pas penser qu'ils ont un impact, parce que souvent, nous, quand on discute de ces sujets, ils ont un impact, mais il faut connaître quel est cet impact-là. Ce qu'on observe, et Raoul le disait, c'est que les médias ont un très faible taux de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu fleurir partout, sur Internet, des médias alternatifs, dont Nexus, mais beaucoup d'autres. Les gens s'informent beaucoup sur ces contenus-là. D'ailleurs, moi, j'ai été surprise, souvent quand je passe sur des chaînes YouTube ou des chaînes indépendantes, j'ai des collègues qui me disent « Ah, je t'ai vu là ». Voilà, il y a vraiment... Les gens savent que la presse aujourd'hui, c'est un fait connu, en fait, qu'elle représente une certaine opinion et pas la diversité des opinions possibles, et qu'il y a plein de plateformes alternatives, et c'est une bonne chose. Ça, c'est le 1. Là où les grands médias ont une influence, et je te laisse après continuer là-dessus, c'est dans dire aux gens quels sont les sujets du moment. C'est-à-dire pas dire aux personnes qu'est-ce qu'il faut penser sur un sujet, mais sur l'agenda. Dire quels sont les sujets qui comptent. Et c'est là où c'est un élément qui est assez pernicieux, c'est-à-dire que comme, si vous voulez, les grands médias, ceux aussi, via des effets de mise en compétition sur le marché, sont très prudents, donc se copient les uns les autres. Donc quand il y a une info qui sort, je ne sais pas, sur... la formation du gouvernement qui dit, je sais pas, ce sera Michel Barnier, on se dit, merde, on veut pas être celui qui donne pas la bonne information, donc on reprend ça, et les gens se disent, ah bah l'info du moment, c'est la formation du gouvernement. C'est-à-dire, ils ont une importance forte sur l'agenda. Et ça joue dans des moments d'élection,
parce que l'agenda, ça compte en fait. Ils sont en disant, voilà, l'enjeu des Français. Alors ça, moi, c'est une phrase que je ne supporte plus d'entendre, c'est d'entendre les Français veulent que. Les Français pensent que cet enjeu est prioritaire. En fait, on ne le sait pas parce que comme les Français ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, on a des gens qui parlent et qui disent les Français veulent bouffer mais ne veulent pas décider, les Français ont peur mais les Français n'ont pas confiance en l'avenir. Et ça, c'est pernicieux parce que ça cadre une élection. En fait, on a des enjeux qui se disent, OK, l'enjeu dominant de la législative 2024, c'est, je ne sais pas, le pouvoir d'achat. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais le fait que les médias répètent ça, les gens se disent, ah, OK, c'est ce que pensent mes concitoyens. Moi, un effet très... Et je connais ce biais-là. Moi, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, je pensais être la seule à vouloir des formes de démocratie directe. Je me disais, de toute façon, personne n'en parle. Donc, si personne n'en parle, c'est que ça n'intéresse personne. Et puis, quand le mouvement des Gilets jaunes est arrivé et que j'ai vu des RIC fleurir sur les ronds-points, j'ai dit, ah ouais, en fait, non, je ne suis pas toute seule. Quand on s'est lancé dans la campagne avec Espoir-RIC et maintenant Solutions démocratiques, ce qu'on voit, c'est un mur médiatique. C'est l'idée de dire, on ne va pas parler de ça. Comme ça, les gens penseront que, voilà, comme je me rappelle, France Culture. On avait une super équipe, on avait une personne, Claire, qui contactait beaucoup les médias pour dire il faut parler de démocratie, on veut parler de démocratie, etc. Qui nous avait contacté exactement. Quelques années. Et elle avait contacté France Culture en disant il faudrait parler de démocratie quand même. Et la journaliste avait répondu mais c'est pas un sujet, c'est un sujet qui n'est ni prioritaire ni intéressant. Et donc en fait, elle a choisi, elle, que ce sujet n'était pas intéressant et n'était pas prioritaire, parce que les Français voulaient parler d'autre chose. Et ça, c'est un élément fort de ce contrôle médiatique. Et c'est extrêmement intéressant, ça, juste en donnant la parole à Raoul, parce que quand on regarde, en fait, pour le coup, les gens s'intéressent beaucoup à ce que vont pousser quotidiennement chaque média mainstream. Quand à la fin, tu as 20 médias dont les petits, derrière, il n'y a pas que les gros leaders, quand tu as 20 médias qui vont te parler d'un problème, par exemple, là, quelque chose d'intéressant, il y avait 2 semaines, Foodwatch, l'ONG de protection du consommateur, qui a affirmé que Nestlé avait tenté de les corrompre, c'est-à-dire tenté d'étouffer une affaire en leur donnant une énorme subvention de plusieurs millions d'euros. Ça, les médias ont caché déjà ça à l'intérieur d'un article qui était juste sur la plainte de Foodwatch, c'est-à-dire qu'ils auraient pu titrer tous « Ah, attention, Nestlé tente de corrompre une ONG ». Non, on cache l'information, il faut vraiment se cultiver pour aller la trouver. Et ensuite, chacun fait un petit article là-dessus, alors que continuellement, tu as de l'information sur la guerre, sur les guerres qu'on veut. On parle jamais du Yémen, dans lesquelles Total est complètement impliqué, par exemple, c'est extrêmement intéressant. Et derrière, les gens ne vont pas demander, par exemple, « Ah, parlez-nous du Yémen, parlez-nous de Foodwatch », parce qu'ils n'ont pas accès à cette information. Et c'est intéressant ce que vous dites. Du coup, les journalistes de France Culture, par exemple, et les autres vont dire « Ah non, c'est eux qui font cette ligne, quoi ». Raoul, pardon. Tu voulais ajouter juste si on mesurait, mais je reviens après, si on mesurait le succès des médias alternatifs des 20 premiers, ça permet aussi de bien mesurer combien les gens considèrent les médias mainstream nuls. Tout simplement. Eux, ils n'ont pas de censure. Eux, ils n'ont pas de censure en face. Tout à fait. Non. Parce que, donc, François, mais pourquoi je dis ça ? Parce que les médias alternatifs dans un pays qui fonctionne, quand ils ont du succès, ils deviennent mainstream. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est l'audience. Ici, ce n'est pas l'audience. Donc, c'est ça le problème. Il y a aussi accéder. Vous pouvez avoir toute l'audience que vous voulez, vous n'accédez pas au statut de médias financés. Non, tout à fait. Voilà. Donc vous resterez alternatif, quoi qu'il arrive. Même Idriss Aberkan, par exemple, qui va avoir, qui est la plus grosse chaîne alternative, qui va avoir il y a 1 million d'abonnés sur YouTube. Ses vidéos font des centaines de milliers de vues à chaque fois, voire des millions. Mais il reste dans un discours qui est alternatif par rapport aux médias des milliardaires, oui, effectivement. Ça dépend comment on veut les avoir. Voilà, après, ce que Clara disait, c'est que souvent, quand on raconte ce système où les citoyens ont des droits de proposer, il y a un discours comme dire, mais attention, il faut réformer en même temps les médias parce que les médias influencent ce que les gens disent. Et donc, Clara a anticipé en disant, en fait, non. Ce qu'on sait, c'est non.
par exemple, tu parlais avant en off de référendum de 2005. Bon, on se souvient que les médias, quand même, le oui était pratiquement partout dans les médias. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent qui ne connaissent pas du tout ça, donc vous prenez un petit moment pour le rappeler si Alors, vous voulez. mais c'est très simple. C'est très simple. Je vais même pas, si on ne veut pas perdre de temps, je ne vais même pas rappeler que celui-là. Je vais juste rappeler qu'en Europe, depuis une vingtaine d'années, toutes les fois qu'il y a un référendum, eux ils connaissent peut-être le Brexit, c'est un autre cas, toutes les fois qu'il y a un référendum où la presse mainstream défend à 90% une option, par exemple le oui, c'est l'autre qui gagne. Et c'est ça que c'est arrivé également en France. En France, en 2005, donc, il s'agissait de ratifier ou non la Constitution pour l'Europe. Et le oui était à 80% dans les sondages avant. Sauf qu'après, quand on a décidé de faire voter les gens, c'est ça qui se passe, les gens se mettent à discuter entre eux. Et donc, l'opinion peut évoluer très vite. Et les médias étaient un peu en panique. Dans les médias, on n'entendait quasiment que des oui. Si bien que certaines personnes sont devenues connues dans les réseaux sociaux parce qu'ils défendaient le non. Il y avait très peu de gens qui défendaient. Notamment Étienne Chouard. Parce qu'il y avait tellement peu de gens qui défendaient le non dans les chaînes mainstream que ça a commencé à suivre dans les chaînes alternatives. Donc, en fait, si on dit les médias manipulent l'opinion des gens, c'est faux. Les médias, ce qu'ils peuvent manipuler, c'est les sujets, n'est-ce pas? Ils peuvent dire, maintenant, on va parler de ça. Pourquoi? Parce que, en fait, tout le monde raisonne comme Clara ou moi. Tout le monde se dit, si sujet, personne n'en parle, c'est que les autres ne sont pas intéressés. On ne sait pas qu'en silence, tout le monde est intéressé d'un sujet. Donc, et c'est dur de se coordonner, même si on le soupçonne. Nous, le référendum d'initiative citoyenne constituante que je vous racontais, on a fait un sondage, il vaut ce qu'il vaut, parce qu'après, si on devait voter sur ça, les gens en parlent, donc peut-être ça serait... Mais le sondage comme ça, à froid, personne ne connaît, question, serez-vous d'accord pour que 700 000 citoyens puissent soumettre à référendum un changement constitutionnel? Réponse, 73% de oui. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on est au-dessus de 80 dans les zones rurales et à Paris, on est à 60. D'ailleurs, si on veut baisser encore, comme les non-diplômés, c'est très haut, les diplômés, c'est plus bas. Parce qu'ils ont plus on a accès au pouvoir, moins on veut que tout le monde prenne la décision. Donc, Parisiens, diplômés, gens qui ont de l'argent, ces profils-là, c'est plus bas. Ce qui fait qu'un Parisien... plus on est justement... plus on est loin du pouvoir, plus on est prêt au changement ou à partager le pouvoir. C'est extrêmement intéressant. Ça. Voilà. Est-ce que ça se corrèle? Par exemple, si on prend... Admettons, là, nous, on essaie de faire un... Pardon. Très bien. Fini. Non, mais du coup, par exemple, voyons voir, dans un plateau télé, d'habitude, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens, d'ailleurs, comme nous, on les voit même ici chez toi, mais des gens... Ah non, nous, on n'est pas parisiens. On voit des Parisiens, hauts diplômés et avec beaucoup d'argent. Donc, on a le combo. Quand on réunit ces trois choses, c'est plutôt contre le RIC. Mais c'est les seules catégories. Déjà, non diplômé, déjà, est plus favorable. Donc, en fait, on a une France entière qui veut partager le pouvoir et on a un profil de personnes qui s'expriment, qui, elles, au contraire, dit non, plutôt pensons à autre chose. Voilà, une assemblée citoyenne consultative. Non, et même si... Parce que ça, c'est un point, moi, que j'entends beaucoup. Et je pense que c'est important que ce soit clair dans la tête des gens parce que même les personnes qui... partager le pouvoir, c'est l'acte le plus contraignant qui soit pour quelqu'un qui a le pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir préfère à la limite partager l'argent un peu que partager le pouvoir. Parce que s'il partage le pouvoir, il ne contrôle plus la taxation, il ne contrôle plus les règles de la représentation politique, il partage tout, quoi. Il partage ce qui lui donne accès à une série de ressources. Est-ce que c'est là la population qui en vient au pouvoir aujourd'hui, ou même si demain on a quelqu'un d'extrêmement démocrate, il aura le même... Non, on avait un point justement sur le fait que notre régime est plutocratique, et Raoul pourra peut-être en parler, c'est-à-dire c'est les personnes qui ont le plus d'argent, qui ont le plus d'influence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se méfier d'une ritournelle qu'on entend beaucoup sur ces sujets, qui est de dire, en fait, les Français s'en foutent.
les questions de partage des pouvoirs ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, par contre, c'est de bouffer, c'est d'avoir plus d'argent à la fin du mois, etc., etc. Encore une fois, moi, je ne veux pas parler au nom de tous les Français, mais j'en doute fortement. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous raconte pour nous dire c'est un non-sujet. Comme quand il s'est agi de permettre à des pauvres d'élire des députés, on disait mais c'est pas ce qu'ils veulent. En fait, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est des meilleures conditions de travail, ils veulent plus de fric, bien sûr, c'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire à chaque fois qu'il s'est agi de partager le pouvoir, comme c'est très difficile de dire non, mais moi je suis contre la démocratie, encore plus. On a des personnes qui des fois le disent, mais bon, on dit non, les gens veulent autre chose. En fait, les gens, ils veulent du fric. Et malheureusement, ce discours est repris par les gens eux-mêmes qui disent non, moi je me rends compte, les gens se bougent pas. Mais il faut voir à quel point c'est difficile aujourd'hui de se bouger. Et à chaque fois qu'on se bouge, de toute façon, rien ne se passe. Donc vraiment, c'est un point de méfiance pour dire aujourd'hui, il est fort probable qu'on partage tous, et dans le cas de la démocratie directe, une opinion, qu'on veuille un changement, et ça ne se voit pas parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit visible. Parce qu'à partir du moment où on rend cette question visible, et ben alors il va falloir produire du changement politique en fait. Tout à fait, parce que là on parle justement de médiatiser des formes de solutions pour un changement politique, et effectivement on imagine très bien que ces gens-là ne veulent pas changer de pouvoir. On peut même étendre la question d'ailleurs aux manifestations qui sont poussées. Les manifestations sont finalement... les gilets jaunes dérangeaient vraiment, puisque les gilets jaunes, en tout cas, alors, certains voulaient déclarer les manifestations, mais la grande partie des gilets jaunes, justement, voulaient revenir à l'essence des manifestations, c'est-à-dire on va devant les sièges des entreprises, on va devant les institutions de pouvoir, et le trajet des gilets jaunes était complètement différent des trajets que donnait la préfecture dans les manifestations légales. Et donc effectivement, on imagine très bien aussi que les médias peuvent pousser les manifestations légales parce qu'elles ne servent à rien. Elles n'ont aucun pouvoir de visibiliser. Enfin, on peut se poser la question en tant que citoyen. Et aujourd'hui, les gens ne savent même plus comment faire valoir. Aujourd'hui, on est attaqué sur les impôts, l'énergie. C'est continuellement quelque chose de nouveau. Le bouclier tarifaire pour l'électricité qui dégage. Comment, selon vous, les gens peuvent... Alors, attendez, parce que juste avant, ce truc, c'était fou ce que vous disiez. Plus on monte près du pouvoir, moins on veut le partager. Est-ce que vous pensez, là par exemple, même toi, demain, Clara, il y a un investisseur, pas un investisseur, mais quelqu'un qui va donner à Solutions Démocratiques, votre nouveau parti, qui va vous donner 100 millions. Allez, 100 millions d'euros, vous pouvez investir tout. Demain, vous gagnez 10 000 euros. Est-ce que tout le monde, finalement, est corruptible ? Comment est-ce que vous voyez la chose ? Même nous, en tant que journalistes indépendants, est-ce que là, tant qu'on est petit, ça va ? Comment est-ce qu'on est en tant que citoyen ? C'est là qu'on avait un point important et nous, on défend l'idée cette mesure en premier, parce que bien sûr que tout le monde est corruptible. Donc si... c'est Clara qui disait la dernière fois qu'on a joué à l'élection présidentielle, il disait, moi je préfère Macron avec le RIC, donc la démocratie directe, plutôt que moi-même sans. Voilà. Vous préférez tous les deux Emmanuel Macron dans un monde politique où il y a le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, que Clara ou Raoul dans un monde sans RIC. Parce que ça veut dire un monde sans contre-pouvoir. Sans contre-pouvoir. Donc, et on sait déjà qu'on va succomber et on n'a pas. Donc, il faut tout de suite. C'est la première mesure. Moi, j'ai des origines italiennes et en Italie, j'ai suivi à un moment le mouvement 5 étoiles qui montait. Il montait vraiment du bas contre une oligarchie. Et c'était un phénomène intéressant parce qu'elle a réussi à mettre ensemble beaucoup de gens. A été aussi victime d'attaques médiatiques. Ils ont été victimes d'attaques médiatiques assez impressionnantes, complètement folles d'ailleurs, parce que je pourrais en citer plein, mais bon, on s'en fout. Mais cite-en une. Une, hein. Tu veux une? Avec plaisir. Bon, on prend le temps. À un moment, ils ont promu l'équivalent du RSA. Alors, il faut savoir que l'Italie était un des derniers pays, avec la Grèce, en Europe, à ne pas avoir le RSA. Donc, ils ont dit, on va mettre le RSA. Et tout le monde disait, tous les journaux disaient, il va y avoir, c'était un jour, genre le 12 février, je ne sais plus exactement quel jour, le 12 février, il va y avoir des hordes de gens qui vont... alors, ils ont mis la police partout, attention, ça va être se soulever, tout le monde va retirer l'argent. Et le lendemain,
les journaux ont écrit bah, il n'y avait pas dehors. C'est peut-être que cette mesure, ça n'intéresse personne. Voilà. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, c'est mal. Non bon, et ça, il y avait des choses comme ça régulièrement. Et ce parti, il a eu le tort de ne pas aller au fond du problème. Okay. C'est-à-dire de croire qu'eux, ils étaient plus vertueux que les autres. Et donc, aujourd'hui, en quelques années, ils sont devenus comme les autres. Ce qu'il faut faire... C'est un peu ce qui se passe même dans les mouvements aujourd'hui rebelles, c'est-à-dire que beaucoup s'estiment meilleurs et qu'on est juste gouverné par une bande de fous furieux. C'est ça. Non, en fait, c'est intéressant, c'est se dire, c'est l'être humain qui est très sensible face au pouvoir et on peut tous être corrompus, il nous faut des contre-pouvoirs. Pardon. Donc, l'idée, c'est pour ça que là, on axe aussi ce parti, mais on le faisait déjà avec le collectif avant, sur une mesure d'emblée, de base, qui est une mesure minimale pour qu'on ne soit jamais tenté de... Et quand on s'engage sur cette mesure, on a même trouvé le moyen de... Ça, c'est important, tu peux peut-être... Parce qu'à chaque fois, il y a une certaine méfiance de dire, même quand on s'engage sur une mesure, bon, un jour, quelqu'un s'engage sur ça, il est élu, et pour être élu, l'engagement, comme dit notre Constitution, n'est pas impératif. Donc, sur cette mesure, qui est la mesure qui fait qu'on va perdre, on va être contrôlé systématiquement sur ce qu'on fait. Et si on fait mal, on nous corrige ou on annule lorsqu'on décide. Sur cette mesure-là, il faut un engagement aussi fiable. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans la législation, c'est que une promesse n'est pas impérative, une promesse politique. Mais par contre, on peut signer un contrat de droit privé. On peut s'engager à donner l'ensemble de ses biens à, je ne sais pas, Nexus, par exemple. Si jamais, bon, vous ne gagnerez pas des masses, mais si jamais, en cas d'élection, un référendum sur cette question n'est pas organisé dans les 3 mois. Donc, c'est une contrainte, ça. Ce n'est pas une promesse au point de vue politique. C'est juste un engagement privé. Et donc, on a les moyens de rendre impératif aussi. Et la dernière fois, d'ailleurs, notre candidature qui était Clara et qui avait pris des parrainages, elle était arrivée 18e, d'ailleurs, donc pas assez pour être élue, mais quand même... Du coup, elle avait parlé, on a eu des contacts politiques après pour un peu récupérer quelque chose. Et on avait Jean Lassalle, qui était candidat, qui était venu pour dire, bon, bah, ok, je reprends votre... Et donc, on avait dit, oui, il faut faire ça devant notaire. Et là, vous le trouvez sur YouTube, Lassalle, qui, avec son notaire, il s'engage sur ses propres biens. Bon, on peut être plus strict dans l'engagement, mais cela dit, il a signé un contrat notarial. Donc là-dessus, il y a moyen de rendre les choses fiables et il faut agir tout de suite sur le contrôle, sur donner aux citoyens le droit de contrôler leurs élus et de légiférer eux-mêmes sans eux, de façon plus importante que nous. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'on n'aura pas de tentation. C'est pas la malveillance du politicien qu'il faut juger, ce sont les outils de contrôle qu'on a sur lui, du coup. Oui. C'est ça. Si on rentre dans cette règle du jeu, on a les mêmes incitations qu'eux. D'ailleurs, franchement, on côtoie beaucoup de députés, de politiques. Ils sont comme vous et moi. C'est comme nous. C'est des gens normaux qui sont soumis à des tentations importantes, et puis aussi à des contraintes de partisanes. Ils ne veulent pas se faire virer de leur parti. Voilà. Et comme leur parti sait ce qu'ils font au jour le jour, mais l'électeur ne le sait pas, ne peut pas faire jouer un tout petit peu et dire moi je suis dissident, mais regardez. Non, il va se faire virer et on ne saura plus rien de ce qui s'est passé. Parce que voilà. Donc, on est dans une situation comme ça. On ne peut pas prétendre que c'est la vertu qui va nous sauver. Ça, c'est certain. C'est des règles du jeu qui... C'est sûr, elle ne nous sauvera jamais. Et je crois que quand on décide de s'engager dans un combat politique aussi électoral, faut le faire avec, je pense, une certaine humilité. C'est-à-dire se dire, c'est pas qu'on a des pourris, c'est qu'en fait, les institutions, nos règles du jeu... nous pousse à jouer d'une certaine façon. Et il faut se dire, voilà, tant que les règles du jeu n'ont pas changé, je doute même de moi-même. D'ailleurs, ça, on le sent très fort
Je pensais à ma maman qui me disait, ah ouais, les politiques avant étaient plus respectueux que la République en marche. Mais pourquoi ? Parce que beaucoup des anciens politiques, et même quelqu'un comme Michel Barnier, il a perdu des élections. Il a appris à ne pas dire tout ce qui lui passe par la tête, ce que fait un jeune loup de la République en marche qui n'a jamais perdu une élection, qui a toujours grenouillé dans les mêmes milieux. Bah, il sort des trucs, il se rend même pas compte. Donc c'est pour dire, même dans notre système où la contrainte est faible, une élection, après tout, on peut se contraindre pendant quelques mois, puisque de toute façon, entre 2 élections, les citoyens n'ont qu'un pouvoir, on le voit quand même. Les gens qui ont perdu des élections, qui ont été au local, qui ont été face aux gens, ils ne parlent pas de la même façon. Que des gens qui ont débuté leur carrière politique très tôt, n'ont jamais été élus nulle part, n'ont jamais eu à faire campagne. Donc ça montre bien que les règles poussent certains types de profils et c'est très très important de changer les règles et de vraiment, encore une fois, de ne jamais attendre ni de la sincérité, ni de l'honnêteté. Il faut, à mon avis, plus attendre ça parce que c'est une machine à être déçu. Ça ne veut pas dire que les gens sont foncièrement malhonnêtes, ça veut dire que tous, dans notre vie, il y a des choses sur lesquelles on est sincère, on est honnête, il y a des choses sur lesquelles on est moins. Et ce qui est important, c'est de nous contraindre à être le plus honnête possible. C'est intéressant ça. C'est intéressant parce que même aujourd'hui, chez les gens rebelles, je voyais ça aussi chez les Gilets jaunes, chez les gens qui sont prêts pour un monde nouveau ou qui réfléchissent, qui veulent du changement, justement comme votre maman. C'est quand on parle avec eux, il y en a beaucoup, je veux dire, qui sont sur attendre le retour, pas d'un messie, mais d'un leader qui est vertueux, qui va venir un chevalier blanc, qui va tout changer. Et effectivement, c'est beaucoup plus intéressant de se dire, ce chevalier blanc, il peut aussi être corruptible, et donc on va lui mettre des contre-pouvoirs, c'est vraiment la base de la chose. C'était vraiment passionnant comme discussion. Peut-être qu'on passons un petit peu de temps sur Solutions démocratiques même, votre parti, ce qu'on se fasse pas prendre par le temps. Comment vous en êtes venu à ça ? Pourquoi passer d'Espoir RIC à Solutions démocratiques ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Bon, donc ça fait quelque chose ça fait un moment qu'on pense à ça. Parce que Espoir RIC, c'était un mouvement, donc on a joué des élections, on était présents, mais comme le statut de parti politique. Si vous étiez candidat, vous cherchiez les parrainages des maires en 2022. Mais aussi on a eu des candidats aux législatives, qui nous a permis d'ailleurs d'avoir accès beaucoup à l'Assemblée nationale, parce que après les candidats à l'élection nous font la cour pour les quelques voix qu'on reçoit. Et donc, en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'on est dans un système dans lequel un collectif qui marche au bénévolat a ses limites, parce qu'en face, c'est pas comme ça. En face, on a des gens qui travaillent à 35 heures, c'est leur boulot de faire la com, C'est ce qu'on disait au début, c'est des gens qui travaillent dans le parti politique constamment. C'est pas une association et c'est même pas des gens qui y croient au parti politique. C'est des gens qui sont employés par le parti. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est un fonctionnement d'une entreprise en comparaison à une fonctionnement d'une association. Mais peut-être même, si je peux juste là-dessus, sur la question du salariat, c'est une question importante. La campagne, c'est 36 parrainages qu'on a eu. Je pense que c'est important. Ça a eu des coûts financiers forts. C'est-à-dire même sans penser au bénévolat, sans structure, nous, on ne pouvait pas, par exemple, défrayer nos militants qui prenaient leur voiture, au prix en plus de l'essence aujourd'hui, pour aller chercher des signatures de maires. C'était vraiment quelque chose on était presque au-delà du bénévolat. On était près de l'héroïsme. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont allés vraiment qui ont investi non seulement du temps, mais de l'argent pour vivre ça. Voilà. Voilà. D'ailleurs, à juste titre, je veux dire, les bénévoles, on en a de géniaux dans Espoir RIC, mais logiquement, ont une durée de vie d'intensité courte. C'est-à-dire qu'ils sont hyper bons pendant 6 mois, ils produisent une initiative, ils l'amènent intelligente, et puis au bout de 6 mois, ils disent, les amis, moi je m'arrête 6 mois parce que j'ai aussi un boulot, une famille. Oui, voilà. Okay. Et ils ne peuvent pas dépasser sans mettre en péril leur vie autour du parti. On avait une discussion récemment on devait organiser une rencontre avec des groupes qui sont financés pour ça. Et on
on essayait de comparer les horaires d'agenda où se rencontrer. Et nous, c'était tout le soir. Eux, c'était tout le matin ou l'après-midi. Ouais. Voilà. Donc, donc on est ça. Et puis, au niveau des dons, dès que c'est un parti, c'est défiscalisé. Donc, on a eu pas mal de gens qui voulaient nous donner et que nous-mêmes, on a dit, attendez, on va faire un parti, comme ça, vous êtes défiscalisés. On commence avec l'optimisation fiscale. Les choses qui se font, parce que les règles du jeu sont comme ça. Défiscaliser, ça veut dire que un don, par exemple, de 10 € ne coûte que 3 environ à la personne, parce qu'elle le déduit de ses impôts ensuite. Parce qu'après impôt, vous paierez, vous ne perdrez pas d'argent là-dessus. Enfin, on perd, mais beaucoup moins. Oui. Donc, grâce à cette défiscalisation, en fait, nous, on paye un peu pour que l'État, puisque vous ne donnez pas votre argent, du coup, paye une autre partie. C'est un autre moyen de faire du financement public. C'est ça. Donc, le statut de parti nous paraissait logique depuis longtemps pour ces raisons. À un moment donné, on veut gagner un truc, on a un objectif, il faut mettre les moyens. Le problème, c'est que ça a duré assez longtemps parce qu'on s'est confronté régulièrement au fait que créer un parti politique, il faut une association de financement, donc une banque. Et les banques, ça marche comme ça. D'abord, on demande à des banques. Aucune banque veut donner un nouveau parti politique. Quel qu'il soit. Nous, on n'a pas une expérience. En disant un parti qui n'est pas un parti de gouvernement. C'est-à-dire un parti qui... Oui. Voilà. Un parti qui est dans la ligne du gouvernement, on va lui donner un parti qui a des chances de gouverner. Non, pourquoi pas un parti qui est petit, nouveau. Voilà, disons un nouveau parti. Après, il y a des partis qui peuvent avoir, ça dépend des liens de chacun. Hein. Si mon oncle travaille dans une banque, nous, on n'arrive pas à ça. Donc, voilà, parce que c'est une décision de la banque. Or, les banques sont très frileuses avec ça. Ils se disent... donc non. Si on ramène quelqu'un qui a des liens dans la banque, tu as une capacité de réseautage... C'est la décision de la banque, ce n'est pas la décision de l'État. Mais la banque, c'est un symptôme intéressant de voir que la banque est frileuse. Ça veut dire que ouvrir un compte pour un parti politique, c'est risqué. C'est risqué parce que, je sais pas, elle s'affiche, on dirait qu'elle soutient, elle veut pas le faire. Elle a peur que si ça se voit, ses clients partent. Par exemple, elle choisit un parti politique et après, ça sort qu'elle est en lien avec un parti politique, sa clientèle parte. Si ça se trouve, ce parti est pas mal vu et donc, voilà. Mais ça devrait être normal, puisque c'est normal pour un parti d'avoir une banque, c'est même, tu es obligé... Sans banque, on n'est pas... tu ne peux pas avoir donc, tu ne peux pas recevoir les dons défiscalisés, etc. C'est ça. Et donc ça veut dire que par exemple là si demain on veut monter un parti politique même contre par exemple tu veux monter un parti contre les banques, tu trouves personne. Alors il y a une règle justement, c'est que si on a plusieurs refus qu'on peut attester des banques, on peut demander à la Banque de France. Ah oui, d'accord. Et la Banque de France est obligée légalement de désigner une banque. Donc c'est ce qu'on a fait au bout d'un moment. Enfin c'est ce qu'a fait d'ailleurs les deux héroïques bénévoles et cofondateurs du parti, Nelly Darbois et Albin Guillot, qui sont allés jusqu'à la Banque de France. Alors, on parle de combien de temps là là, ça a presque pris une année en fait. Une année, mais... sans compter le temps de préparation, parce qu'il faut quand même lire les dispositions légales, savoir comment créer le parti. Avant de vous laisser continuer... Et puis, le temps aussi. Ouais, le temps. Il faut être prêt. Alors eux, ils ont été bons parce que on avait plusieurs essais infructueux, et à un moment, ils se sont dit, bon, on y va. On dédie notre temps de bénévolat uniquement à ça. Parce que les formulaires, les choses non reconnues, c'est très exigeant en fait. C'est fou parce que les banques, justement, moi j'ai découvert ça là, ces derniers temps, même pour les entrepreneurs, des gens qui veulent passer justement de ce constat de société, des citoyens qui se disent bon je veux monter. On a vu, on va recevoir dans un entretien qui va sortir, on a eu le fondateur de Crowdbunker, qui est une plateforme alternative à YouTube, Holytime, qui est une plateforme alternative à Doctolib, qui s'est vu restreindre grandement le nombre de thérapeutes qu'il y avait. Donc quand on veut créer des plateformes comme ça pour libérer la parole du citoyen, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller souvent créer le siège de l'entreprise ailleurs, parce qu'en France, du jour au lendemain,
pour X ou Y raison, parce que tu n'as pas accueilli la bonne personne. On a vu dans les médias certains journalistes être mis en garde à vue pour avoir interviewé Étienne Chouard, par exemple, pour Éric Murillo, là c'était au mois de septembre. Et donc là, par exemple, pour ces entreprises, on peut geler le compte. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est, en fait, aujourd'hui, financièrement, c'est pas le même cas que pour vous, mais c'est ce domaine où aujourd'hui, le nerf de la guerre est attaqué. Je savais même pas ça, que pour les partis, c'était aussi compliqué. Donc c'est intéressant de voir comment ils sclérosent aussi l'action citoyenne, entre guillemets, libre, justement, de petits entrepreneurs ou de petits partis. Comment est-ce qu'ils le sclérosent financièrement, quoi. Ah ben oui. C'est très clair, mais l'exemple d'ailleurs au départ de Clara sur les campagnes, les financements, c'est un de ces aspects. En fait, si vous réfléchissez à notre système, c'est un système dans lequel tout se base sur la concurrence entre les partis, la compétition. Si on a un seul parti, on n'est plus un système représentatif libéral, on est un système chinois. Okay? Donc il faut plusieurs. Donc la concurrence est au cœur du système, mais elle n'est pas écrite. Il n'y a pas de mesure pour la créer. On peut supposer que les gens... Et donc, on est en train de... Les décisions sont prises au niveau du Parlement, au gouvernement, et on est en train de dire, vous, partis, qui partagez le même espace dans ces petites salles qui s'appellent le Parlement, et dont beaucoup de séances ne sont pas publiques, vous, faites-vous concurrence. Alors, imaginez qu'on fasse la même chose sur la concurrence, Apple, Microsoft. On les met ensemble dans une petite salle fermée, on vous leur dit, faites-vous concurrence. Vous croyez ça? Bon, et donc, logiquement, ils ne se le font pas et ils font des règles pour barrer la concurrence des externes. C'est logique, c'est pas quelque chose qui les rend particulièrement machiavéliques. C'est juste que n'importe qui... On nous dit, faites-vous concurrence entre nous, sans que personne nous voit, on va barrer la route. Personne ne va s'organiser contre soi-même ou contre son petit groupe. Voilà, exactement. Donc, toute une série de lois que Clara a mentionné quelques-unes, mais qui sont minimes, petites, tout à fait, qui touchent aux banques, qui touchent aux moyens de devenir un parti, qui touchent aux moyens de devenir un candidat. Toutes ces petites choses ont été, à fur et à mesure, rendues plus compliquées ou plus risquées pour que la concurrence soit pas trop grosse. Et les mêmes partis, bon, ok, un jour tu gagnes, un jour je gagne, mais on n'en a pas un troisième qui arrive en plus et qui nous... Voilà. Droite ou gauche, c'est toujours le même système qui gagne. Oui, c'est un peu comme... Là, on parle des lois... sur la formation des partis, des dispositions légales, mais il y a aussi toute une pratique institutionnelle qui vise à faire que les gros partis dits de gouvernement se partagent les responsabilités et bloquent la route à ceux qui sont des outsiders, quoi, des nouveaux. Notamment, une des séquences qu'on vient de vivre, l'attribution des positions à l'Assemblée nationale. C'est des éléments importants quand même d'avoir la présidence d'une commission, la vice-présidence de l'Assemblée. C'est des votes à bulletin secret. Donc on ne sait pas. Moi, je sais, même si je voulais savoir comment un parlementaire a voté, je ne le sais pas. Et c'est des votes. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu vraiment une volonté de couper la route à des partis qui étaient gros, mais qui n'étaient pas des partis de gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des débats, des discussions qui ont eu lieu pour que des postes ne soient pas attribués. Or, c'est une des clés du contre-pouvoir. C'est que, au moins, s'il y a une élection, s'il y a plusieurs partis qui sont représentés, que chacun puisse avoir un peu d'influence, parce que c'est comme ça. Plus on a des gens qui se contrôlent les uns les autres, plus c'est varié, plus on peut espérer que les informations sortent. Bon, voilà, on voit que... Il y a vraiment cette volonté de fermer, quoi, d'éviter d'être remise en cause aussi de l'intérieur. Solution démocratique, pour revenir dessus, donc c'est toujours la même base. Ah oui, alors c'était aussi une volonté d'internationaliser, vous m'aviez dit hors micro, de ne pas rester que sur la France comme espoirique, mais ça reste sur le même fondement ça reste sur le même... c'est de proposer que la plupart des sujets soient soumis à référendum. Non, pas la plupart des sujets. Permettre à chacun, à chaque citoyen, donc la plupart des sujets, déjà, c'est pas la plupart, parce qu'en réalité, un gouvernement contrôlé, il fait attention. Parce que quand vous êtes un gouvernement et que les citoyens ont le droit de casser votre loi et d'en faire une autre, avant de faire une loi, c'est tous les députés, gouvernements, même au niveau local,
nous disent « Ouais, mais avec votre système, avec ce système, nous, on perd notre temps à faire une loi et ensuite, peut-être, elle est annulée. » Ben oui, parce que vous êtes habitués à faire des lois sans discuter avec la population. Évidemment, si on fait une loi qui sort de votre crâne, elle a des fortes chances d'être annulée. Mais si vous vous mettez à discuter avec l'ensemble des groupes qui sont susceptibles de lancer un référendum contre, là, évidemment, votre loi est déjà un compromis. Donc, en fait, la plupart du temps, il n'y a même pas besoin d'un référendum, vu que ça change la manière d'agir des politiciens. Ils ont peur du référendum, ils l'évitent en avance. Mais parfois, ils y vont quand même et il y a un référendum. Donc, en France, ils n'en ont plus fait depuis celui de 2005. Non, parce qu'en France, l'initiative n'est pas citoyenne. Et des présidents. Voilà. Donc, depuis longtemps, le président est du même bord du gouvernement. Donc, pourquoi il mettrait un référendum ? Quelque chose qu'il peut faire lui-même. Parce que toute son assemblée est à ses pieds. On a vu la vingtaine de 49.3 des Isabelle Voilà, Borne. et quand l'assemblée n'est pas à ses pieds, au lieu d'essayer de faire voter plus largement, au fond, les gens ont voté pour d'autres partis, ils font quand ils peuvent, carrément des ordonnances, comme on disait, mais dès que le gouvernement a perdu sa majorité, il a perdu aussi l'état d'urgence. C'est un bon signe, n'est-ce pas quoi. Et donc, du coup, comment on perdait l'état d'urgence, ils disent comment on gouverne. Dans les autres pays, normalement, tu cherches l'assentiment des autres partis. Mais nous, on a le 49.3, donc pas besoin. Le problème de ça, c'est que aujourd'hui, on a fait, par exemple, cette réforme des retraites, que tous les autres candidats disent qu'ils veulent réformer. Alors, une réforme des retraites est bonne quand elle dure 100 ans, n'est-ce pas ? Pas quand elle dure 2 ans, sinon ça n'a pas de sens. Et c'est pas que les retraites, on a plein d'enjeux comme ça, écologiques, internationaux et tout ça, qui ont besoin de continuité. Oui, parce que les gens ne parlaient même pas, quand il y a eu la réforme des retraites en 2023, personne ne parlait jamais qu'il y en avait une qui avait déjà élargi de 2 ans, la retraite à 62 ans, de 60 à 62 ans, c'était en 2010-2011, c'était au début de la décennie. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est effectivement, si ça dure un certain temps, c'est intéressant, mais si c'est tous les 10 ans qu'on perd 2 ans, oui, siècle, on est... c'est ça, mais disons que voilà, plus c'est stable et plus, de ce point de vue, c'est le lien entre ce système et la situation économique. Parce que ce qui est important de voir, c'est que ce système a produit une prospérité économique dans les pays qui l'ont utilisé. Pourquoi ? Parce que l'économie, c'est une vieille dame conservatrice. C'est-à-dire que nous, quand on veut investir dans un truc, on veut un système stable, de long terme. Parce qu'on veut être sûr que nos calculs, parce que les coûts, on les met tout de suite, et les bénéfices, c'est demain. Donc nos calculs qu'on a faits restent bons. Plus le système change, et moins on investit, on les garde, on épargne. Donc, toutes les petites entreprises, les artisans, les commerces, gagnent à avoir un système stable. Or, un système basé sur l'alternance, encore plus en France, où l'alternance, il n'y a pas de coalition pratiquement, c'est-à-dire les uns détestent les autres, ça fait qu'à chaque gouvernement, les choses changent. Et donc, comment vous voulez avoir une situation d'investissement pour les gens, puisque à chaque fois, ils craignent, oui, si j'investis là-dessus, sur l'immobilier, il y aura des lois qui vont rester. Mais peut-être pour rendre le propos très concret, un des éléments très forts des manifestations des agriculteurs, c'était pas uniquement les prix, il y avait aussi une grogne très forte contre la charge administrative, c'est-à-dire l'idée que leur vie, c'est plus tellement le travail de la terre, l'élevage, etc. Leur vie, c'est de se tenir au courant des lois, des normes, des changements. Exactement. Et ça a un effet très fort, c'est que après, les gens sont lessivés. Au bout d'un moment, vous dites, mais je ne vais plus le faire, ça. Parce que pourquoi je vais passer mon temps à ne pas pouvoir faire un métier que j'aime pour répondre à une contrainte administrative ? Ça, c'est l'effet de normes qui changent, de lois qui changent, et qui sont souvent en plus très distantes du type de modèle agricole que voudraient les gens, parce que c'est pas celui qui est plébiscité par les citoyens. Non, il y avait beaucoup d'aspects, justement, effectivement, là-dessus, puisqu'il y avait aussi tout le mensonge qui a été fait, où on avait dit, il y a plusieurs décennies, aux agriculteurs, laissez faire, on va s'occuper pour vous de la politique agricole, vous continuez à faire votre travail, sauf qu'au final, on leur a permis d'agrandir leur ferme
mais en mettant beaucoup plus de charges qu'il n'y avait pas à l'époque, où justement on se retrouve dans ces fermes gigantesques à payer un nombre de matériel indécent. Il y en a beaucoup qui ont pour 1 million, une ferme peut avoir 1 million de charges en matériel, en moissonneuse-batteuse, etc. Et derrière, ne pas pouvoir s'en sortir. Donc effectivement, il y a tout un système qui est aussi à revoir derrière. Mais sur le sujet d'avant, oui, pardon. Non, mais c'est ça, et c'est un très bon exemple. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'idée qu'on puisse déclencher un référendum et le gagner, et aussi du fait que les politiciens deviennent plus, disons, cherchent davantage le consensus de l'ensemble de la société quand il y a la menace de référendum derrière, et ben ça fait que c'est des décisions qui sont plus partagées. Alors, on a beau dire que l'opinion est volatile, peut-être, mais elle est moins volatile qu'un gouvernement qui est aujourd'hui en marche. La prochaine fois, c'est RN, puis la prochaine fois, c'est LFI. Ça, on rend la volatilité exprès la plus grosse possible. Donc, les règles, c'est pour ça qu'elles changent. Donc, c'est bien la concurrence entre partis politiques, mais ce n'est pas eux qui doivent dicter les grandes orientations du pays. C'est quelque chose qui doit se faire de façon beaucoup plus partagée. C'est pour ça que ce système fonctionne aussi économiquement. C'est parce que ça donne cette stabilité qu'on n'a pas, en fait, on n'aura pas avec notre système. Okay. Clara, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Solutions démocratiques, pour l'évolution du parti ? Comment est-ce qu'un parti modeste à la base se développe ? Là, d'abord, c'est que les gens qui nous écoutent, qui aiment bien votre propos, puissent adhérer. Oui, alors nous, on lance un appel à adhésion. On peut devenir membre de Solutions démocratiques. Nous, ce qu'on espère, mais depuis le début de cette lancée, un peu dans cette aventure, on s'est lancé aux élections, pas en se disant que l'élection, c'est la voie royale pour changer les choses. C'est qu'on s'est dit, en fait, il y a un moment dans notre pays où les citoyens, ce que veulent les citoyens est un peu écouté. C'est les séquences électorales. Et il y a un moment où un parti citoyen pose des problèmes quand même aux autres partis, c'est les élections. Parce qu'il vient en compétition sur les financements publics, sur l'intérêt médiatique, etc. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment rassembler tous ceux, et moi je pense qu'on est nombreux, qui pensent que maintenant, ce qu'il faut, c'est changer les règles du jeu. C'est-à-dire que changer les joueurs ne changera pas grand-chose si les règles du jeu sont les mêmes. C'est ce que disait Raoul, peu importe la gauche ou la droite, c'est le système qui Exactement, gagne. C'est de rassembler vraiment tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique actuelle et qui disent « Ok, on va s'unir pour dire assez ». Et on va le faire avec force pour qu'on arrête de nous dire que ce sujet ne compte pas, etc. Donc, voilà, on espère créer ce mouvement-là. On a des petites échéances électorales, des petites idées en tête. Mais je pense que le plus important dans la création de Solutions démocratiques, c'est vraiment l'idée de ne pas être en France un des rares pays qui n'a pas su à un moment donné créer un mouvement citoyen qui a permis aussi de faire bouger les choses. Si on ne vient pas un peu frapper la politique là où ça lui fait le plus mal, en fait, les choses ne changeront pas et changeront longtemps. Et j'entends vraiment le fait que beaucoup d'entre nous se disent « en fait, j'en peux plus, quoi. Je suis allée manifester, il ne se passe rien ». Voilà, avec Solutions démocratiques, on voulait ouvrir un peu un outil pour se dire, voilà, on va essayer vraiment de se donner les moyens d'aller taper au portefeuille et puis au plan du pouvoir. Donc voilà, rejoignez-nous, même si vous avez peu de temps, même si tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre une carte, une adhésion, ça compte. Ça change la chose de contacter des médias en disant on est 500, dire on est 10. Et venez, voilà, c'est vraiment un mouvement qui rassemble des gens tout à fait ordinaires comme vous et moi, qui travaillent, qui veulent juste que on arrête ce grand cirque. Soutenez en général tous les lecteurs, il y en a beaucoup des fois qui disent on n'a plus d'espoir, et qui sont des gens qui réalisent les scandales que peut y avoir autant sur le privé que sur l'État, comme on disait tout à l'heure. Et qui se disent on n'a pas de moyen d'agir. Effectivement, les manifestations, j'ai perdu des mains, j'ai perdu un œil, comment je peux plus rien faire. Mais soutenez les associations comme ça, tout type. Vous pouvez aller sur leur site, adhérer. C'est déjà une première façon déjà d'encourager et d'accompagner ceux qui créent ces initiatives. Et puis vous pouvez aller sur le terrain. Il y a Raoul et Clara ont un site internet Solutions démocratiques au singulier tout attaché.fr.
N'hésitez pas à aller voir leur site. En plus, il est bien fait. Donc, il est beau. Non, mais c'était... Oui, Raoul. Si je peux juste ajouter quelque chose. Avec plaisir. On a... maintenant, on vise quand même 3 groupes, parce que pour jouer ce jeu-là, c'est important. Le premier, c'est justement les citoyens comme vous et moi. Alors, juste l'activité, nous, on crée des gens qui sont d'un jour à l'autre capables de parler à un député et de le faire un peu trembler. Ça, c'est l'objectif. Donc, trembler ou du moins intéresser, mais ça dépend des députés, mais en tout cas d'avoir une présence. Donc, spécialement, nous, on prépare à ça. Donc, ça, c'est important de voir. C'est les personnes qui sont rentrées chez nous, au début, n'avaient pas l'habitude de ça. Maintenant, ils ont l'habitude de parler avec des députés, des maires, de faire des conférences. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être nombreux pour pouvoir le faire. Le deuxième, c'est avoir les sous. Ça, c'est une dimension importante, le financement. Sans financement, on n'y va pas aujourd'hui comme c'est fait. Donc, on l'a créé comme partie. Et aussi, si quelqu'un n'a pas le temps, parce qu'il y a des gens qui ont le temps mais pas l'argent, puis d'autres qui ont l'argent mais pas le temps, il ne faut pas hésiter là-dessus à nous donner des petits dons. À nous donner des dons qui sont plus défiscalisés. Et puis le troisième, c'est l'aspect médiatique. Donc, merci de nous avoir invités. Mais l'idée, c'est réussir à faire en sorte que ce sujet soit à l'agenda, qu'il y ait des entrepreneurs médiatiques qui soutiennent ce sujet très particulièrement et invitent plusieurs personnes, bien sûr, même des opposants, mais en tout cas, ils mettent à l'agenda et disent ce sujet est important, peut-être aussi en financement des sondages, des choses comme ça, mais qui permettent de montrer qu'en fait, les gens s'intéressent malgré le fait que c'est pas couvert. Voilà. Mais merci à vous de pouvoir, c'est important pour nous en tant que médias de pouvoir justement avoir des gens qui ont votre crédibilité, votre expertise, de venir parler honnêtement de ces sujets-là, puisque c'est, voilà, sur les médias, sur d'autres grands médias, on entend que tout va bien à ce niveau-là en tout cas, et qui détourne parfois le problème. Donc c'est important de pouvoir remettre le problème là où il est. N'oubliez pas, ils ont des livres aussi, Raoul Maniberton et Clara Heger, vous pouvez aller les acheter. Pour que voter serve enfin, c'est à Talma Édition, c'était de Clara Heger, sorti en 2022. Et Libérons nos communes, c'est sorti cette année de Raoul Maniberton. N'hésitez pas à aller les acheter. Je pense qu'on a fait le tour de nos sujets pour aujourd'hui. C'était très intéressant de pouvoir parler là-dessus. Si vous avez un dernier, n'hésitez pas à m'arrêter. Mais voilà, j'espère vous recevoir dans le futur, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de sujets à aborder. Oui, on avait là-dessus. 3 points à aborder encore. Oui, mais on est trop bavard. On avait de la réserve, mais c'était bien d'aborder justement les solutions pour montrer qu'on dans cette forme de rébellion, dans le sens où on se rebelle contre ce qui se fait, de montrer qu'on propose aussi, que vous proposez. Nous, en tant que médias, on est juste un vecteur, mais c'est bon de voir les gens actifs. Merci à vous en tout cas d'avoir Merci de l'invitation, Romain. N'hésitez pas, le dernier magazine Nexus est toujours disponible. Il y en a toujours un dans le kiosque près de chez vous. Et sinon, vous pouvez le commander. Même les anciens numéros sont encore disponibles. Vous allez sur nexus.fr. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.